Les amis, salut à tous. Effectivement, dans la vidéo du jour, on parle Ramadan parce que ça arrive dans quelques jours. Mais même si vous n'êtes pas concerné, je vous conseille quand même de rester parce que je vais partager des infos intéressantes sur l'entraînement à jeun, sur l'influence sur les performances, sur la perte de muscles. Donc au final, peut-être que ça vous servira un jour ou au pire, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de culture sur le sujet. On va d'abord analyser ce qui s'est fait en termes d'études scientifiques pour avoir une approche bien plus cohérente par rapport au sujet et éviter de faire des erreurs qui seraient guidées par les idées reçues qui sont encore entretenues au fil des années. Et puis en deuxième partie de vidéo, je vous donnerai mes recommandations un peu plus personnelles avec un exemple de programme d'entraînement que vous allez pouvoir faire pendant le mois du Ramadan. Ok, on va pas tergiverser et on s'occupe des études scientifiques. Peut-être que ça va vous surprendre, mais les études scientifiques sur le Ramadan et les performances sportives, la prise de muscles, etc., il y en a un paquet. Il y en a des dizaines et des dizaines et ça c'est une bonne chose parce qu'on a plein d'infos hyper intéressantes à se mettre sous la dent. Et en plus, toutes les études scientifiques sur le sujet, lorsque je les ai analysées, j'ai vu qu'elles étaient toutes plutôt bien menées. Vous savez que c'est pas toujours le cas des études scientifiques. Parfois, on peut pas vraiment transférer les conclusions avec ce qui se passe réellement à la salle. Mais là, pour le coup, pour les études concernant le Ramadan, c'est hyper concret, parfaitement basé sur ce qui pourrait se passer en réalité. Donc, génial. Premièrement, Ramadan et performance sportive. On va parler d'une méta-analyse de 2020, donc qui est très récente. Et pour ceux qui ne le savent pas, une méta-analyse, c'est un regroupement de plusieurs études scientifiques sur un même sujet. Mais les études scientifiques en question doivent remplir certains critères pour être inclus dans cette méta-analyse. Bien sûr, vous avez toutes les références de toutes les études que je cite dans la description. Cette méta-analyse en arrive à la conclusion suivante. Les principaux paramètres de la performance physique n'ont pas été influencés par le jeûne du Ramadan, qu'ils aient été testés le matin ou l'après-midi. Les athlètes semblent être capables de participer à une compétition à jeun avec un impact très faible sur les performances. Cela dit, sommeil et nutrition doivent être optimisés pour minimiser les chances d'accumuler de la fatigue. Très intéressant. J'enchaîne directement avec une autre étude scientifique sur le même sujet, qui elle est un peu plus ancienne puisqu'elle date de 2013, mais ça reste quand même vachement contemporain. Voici ce que l'étude nous dit. Les performances répétées sur les exercices anaérobiques sont altérées, mais la puissance aérobique et la force musculaire ne varient que très peu pendant le Ramadan. Avant de conclure avec quelque chose de très intéressant, les données actuelles suggèrent que l'impact du Ramadan sur les performances est faible comparé à la précision des procédures de test. Mais cet impact pourrait être suffisant pour causer la perte d'une médaille. Les effets négatifs varient en fonction du type de sport, la saison pendant laquelle le jeûne est observé, la culture locale et la discipline des athlètes. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de ces deux premières études? D'abord, l'impact du Ramadan n'est que très faible sur les performances. Et j'ai envie de rajouter quelque chose. Sur les études en question, c'était des athlètes dans une logique de compétition qui étaient testés. Pour la muscu, c'est totalement différent. Vous n'allez pas chercher à faire le Ramadan et à participer à Mister Olympia ou à une compétition de CrossFit. Ça, effectivement, ce serait pas très malin. Mais dans le cadre d'un entraînement classique, sans échéance de compétition et sans qu'il y ait en jeu un titre national ou international ou des médailles, il n'y a aucune peur à avoir puisqu'il semblerait que les performances ne soient pas impactées par le Ramadan. Alors il est quand même précisé que les performances sur des efforts anaérobiques répétés peuvent être altérées. Et quand on entend efforts anaérobiques répétés, effectivement, on pourrait se dire que ça concerne la musculation. Alors certes, la musculation, c'est considéré comme une activité anaérobique, mais on sait pertinemment qu'en fonction des séances, les filières énergétiques ne seront pas sollicitées de la même façon. 10 séries de squats ou 10 séries de fentes, c'est pas la même chose que 10 séries de développé militaire. Donc effectivement, attendez-vous sur une séance jambes, si le volume d'entraînement est trop important, à avoir des performances qui baissent un petit peu au fur et à mesure des séries. Mais bon, ça on est au courant, c'est tout à fait normal, et il suffit juste d'adapter les temps de récupération et le volume d'entraînement total. Par contre, il y a un truc qui est quand même rassurant, c'est que même pendant cette période de jeûne, il est tout à fait possible de conserver ses performances. Ensuite, j'ai une étude sur la perte de masse musculaire. C'est une étude qui date de 2020, donc encore une fois, elle est très récente. Elle a été faite sur des patients âgés qui avaient en moyenne 60 ans, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est encore plus intéressant pour nous. Je cite, « Le jeûne du Ramadan ne présente aucun risque pour les fonctions musculaires et la masse musculaire chez les personnes âgées. Si les personnes âgées consomment suffisamment de lait et de yaourt pendant le Ramadan, elles ne perdront probablement pas de masse musculaire. » Pourquoi c'est intéressant? Puisque les personnes âgées, naturellement, vont perdre de la masse musculaire à partir d'un certain moment. On parle dans un premier temps d'atrophie musculaire, donc les fibres musculaires qui réduisent de taille et de volume, et puis ça peut même se transformer en ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc là, c'est vraiment une perte de masse musculaire sérieuse et importante. Le fait de voir que même des personnes âgées
n'ont pas perdu en masse musculaire et en fonction musculaire pendant le jeûne du Ramadan, à condition qu'ils aient eu les aliments nécessaires. Là, on nous parle de lait et de yaourt, mais en gros, ça veut dire protéines. Si la quantité de protéines est plus ou moins suffisante, eh bien, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir par rapport à la conservation de la masse musculaire. Donc, si vous continuez à vous entraîner et que vous continuez à vous alimenter de façon à avoir suffisamment de protéines, c'est-à-dire au moins 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, mais je conseillerais plus 1,8, voire un tout petit peu plus si jamais vous avez la possibilité, et bien là, a priori, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à la perte de masse musculaire. Ceci dit, ne vous attendez pas à avoir exactement le même physique au début et à la fin du Ramadan. Étant donné que vous ne consommez pas la même quantité d'eau, que vos séances seront probablement un tout petit peu moins intensives, que votre rapport calorique ne sera pas forcément le même et il ne sera pas réparti de la même façon dans la journée, eh bien il n'est pas impossible qu'après 4 semaines de jeûne, vous ayez l'impression d'être moins galbé. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est quelque chose qui se rééquilibre très rapidement, hein. C'est une question de jours. Donc non, vos performances ne vont pas chuter. Non, vous n'allez pas perdre du muscle. Mais oui, votre physique peut un tout petit peu changer dans le miroir, mais ça fait partie du jeu, faut s'y attendre et c'est quelque chose qui est très rapidement rééquilibré. J'aimerais bien vous partager une dernière étude qui me paraissait très intéressante, c'est sur l'influence du Ramadan sur les migraines et les maux de tête. C'est une étude très récente également puisqu'elle date de 2021. Je cite: les changements dans les habitudes de sommeil et les habitudes alimentaires, ainsi que la déshydratation aggravent la fréquence et la gravité des migraines pendant le Ramadan. Les médecins doivent éduquer les patients migraineux qui jeûnent à gérer leurs maux de tête et leurs habitudes avant de commencer à jeûner. Peut-être que ça, vous allez vous dire que c'est très spécifique, mais je suis persuadé que toutes les personnes qui ont fait le Ramadan ont déjà souffert de maux de tête ou de migraines plus ou moins intensives. Et c'est quelque chose d'encore plus embêtant quand on rajoute à ça l'entraînement en musculation par-dessus. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, je suis sûr qu'à vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Donc déjà qu'il y ait une étude scientifique qui nous dit que effectivement ça existe et effectivement, dans une certaine mesure, c'est normal. C'est quand même un peu rassurant parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui cloche au final. Mais ces migraines et ces maux de tête peuvent être réduits grâce à une meilleure hygiène de vie. C'est pas un scoop quand je dis que parfois, chez certaines personnes, il y a une dégradation de l'hygiène de vie pendant la période du Ramadan. Les horaires de coucher et de lever sont complètement décalés. Étant donné qu'ils ont jeûné toute la journée, le soir c'est un peu la fête, hein. Mais c'est la fête dans le mauvais sens du terme parce qu'il y a l'ajout d'aliments très gras et très sucré pour parfois compenser cette sensation de faim, mais l'ajout de ces aliments très gras ou très sucrés, d'une part est mauvaise pour la composition corporelle, mais en plus peut aggraver ces maux de tête et ces migraines. Donc si vous avez déjà souffert de maux de tête ou de migraines pendant cette période, faites hyper attention à votre hygiène de vie en général. N'essayez de ne pas trop décaler vos horaires de coucher et de lever et faites très attention au type d'aliments que vous allez consommer. Moi non plus, je dis pas non aux boleks de ma maman qui sont frits dans l'huile, mais le maître mot c'est modération. Avant de vous partager mes recommandations perso et un exemple de programme de musculation, laissez-moi parler brièvement de la perte de muscle. La perte de muscle, ça inquiète tout le monde. Sauf que, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, perdre du muscle, c'est hyper difficile. Et quand je dis perdre du muscle, c'est perdre du muscle définitivement. Déjà, en un mois, on n'a pas le temps de perdre du muscle définitivement. Et puis certains diraient même, et je pense que j'en fais partie, que perdre du muscle définitivement, c'est presque impossible. Vous avez déjà entendu parler de mémoire musculaire. La mémoire musculaire, c'est pas un mythe, c'est pas une idée reçue, c'est pas un cliché, ça existe vraiment. Et du coup, lorsque vous avez développé une certaine masse musculaire, même si vous vous arrêtez 1 semaine, 3 semaines, 3 mois ou plus, vous aurez beaucoup plus de facilité à récupérer le même niveau. Mais au-delà de perte de muscle et de mémoire musculaire, 4 semaines, c'est juste pas suffisant pour réellement perdre du muscle. À moins que vous arrêtiez de manger et que vous restiez allongé pendant un mois, si jamais vous continuez à vous entraîner, même 2 à 3 fois par semaine, et si jamais vous continuez à consommer assez de protéines, il n'y a presque aucun risque que vous perdiez du muscle. Votre physique va un peu changer, mais ce ne sera pas de la perte de muscle. Donc arrêtez de stresser par rapport à ça. La perte de muscle, ça n'arrivera pas. Ok, maintenant recommandations perso. À quel moment il faut s'entraîner? Comment est-ce qu'il faut s'entraîner? Comment est-ce qu'il faut manger? Quel complément il faut consommer? Première chose, à quel moment il faut s'entraîner? Là, malheureusement, tout le monde n'a pas le choix de s'entraîner à l'heure qu'il veut. Donc faites comme votre emploi du temps le permet. Mais si vous avez le luxe de décider à quelle heure vous vous entraînez, entraînez-vous évidemment en fin de journée avant la rupture du jeûne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est plus intéressant de s'entraîner le ventre vide et de manger directement après que de s'entraîner le ventre plein et de ne pas manger pendant 8, 10 ou 12 heures après. Là, il n'y a aucun doute sur la question. Après, malheureusement, tout le monde n'a pas le luxe de s'entraîner à n'importe quelle heure. Et si jamais vous êtes contraint de vous entraîner en début de journée, c'est pas dramatique, encore une fois, c'est juste un mois. Donc c'est pas optimal, mais c'est pas la fin du monde non plus. En termes de fréquence d'entraînement, peut-être que cette recommandation va vous surprendre, mais entraînez-vous le plus possible. Oui, vous pouvez aller à la salle pendant le Ramadan 5 fois, 6 fois ou même 7 jours sur 7. Mais attendez avant de m'insulter dans les commentaires, ce qu'il faut que vous puissiez faire, c'est condenser vos séances
pour qu'elle dure le moins longtemps possible. À choisir, il vaut mieux s'entraîner 6 fois 30 minutes dans la semaine que 3 fois 60 minutes. Parce que vous aurez plus d'énergie, vous aurez moins de chances d'accumuler de la fatigue et puis vos performances seront meilleures. Donc si vous avez la possibilité de fractionner vos séances, il vaut mieux s'entraîner souvent, mais pas trop longtemps, plutôt que rarement et très longtemps. En termes de volume d'entraînement et de fourchette de répétition, c'est pas la période où je conseillerais de tester des séries de 20 avec 45 secondes de récup. Restez-en à une fourchette de répétition plutôt courte, entre 6 et maximum 12 répétitions, et ne faites pas trop attention à votre récupération. Redémarrez lorsque vous vous sentez capable de le faire. De toute façon, les temps de récupération, vous savez que c'est une variable moins importante que la charge de travail, le nombre de répétitions et le nombre de séries. Donc observer des récupérations libres, ça peut être une bonne façon d'essayer de s'auto-gérer. Et après, pour le choix des exercices, il n'y a pas vraiment de recommandations. Utilisez les exercices que vous utilisez actuellement dans votre programme de musculation, des exercices qui sont cohérents biomécaniquement parlant, des exercices qui sont cohérents par rapport à votre morphologie aussi. Jusque-là, rien de nouveau. Vous pouvez continuer à mixer des exercices polyarticulaires, monoarticulaires, des exercices charge libre aux machines. Ça, c'est vraiment pas une variable sur laquelle vous devez passer trop de temps. Est-ce qu'il faut continuer à consommer des compléments alimentaires pendant le ramadan? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut continuer à consommer de la créatine pendant le ramadan? La réponse est ça dépend, mais j'aurais quand même tendance à vous dire de laisser la créatine de côté, juste à cause de la potentielle déshydratation qu'entraîne le ramadan. En soi, ça dépend vraiment de votre mode de vie. Si jamais le soir, vous arrivez à compenser, à consommer assez d'eau et qu'en plus votre plan diététique contient des fruits et des légumes qui sont eux aussi gorgés d'eau, à partir de là, la prise de créatine n'est pas problématique. Par contre, si vous ne buvez pas beaucoup et que le soir, vous vous empiffrez d'aliments très sucrés et très gras qui vont contribuer à la déshydratation, là c'est clair que ça n'a pas trop de sens de continuer à prendre de la créatine. Après, le souci de la créatine, c'est que étant donné que vous ne pouvez pas optimiser à 100% votre entraînement, c'est dommage de gaspiller un peu la prise de créatine à ce moment-là. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la créatine, réservez la prise de ce complément aux cycles d'entraînement qui sont intenses et pour lesquels vous avez besoin d'un petit coup de pouce en termes de récupération et de performance. Par contre, les autres compléments, protéines, vitamines, minéraux, on peut continuer à les prendre. Ensuite, que faut-il manger pendant cette période? Je me demande pourquoi c'est une question que les gens continuent à poser. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut manger pendant la période du ramadan? Exactement la même chose que si c'était pas le ramadan. Restez à l'écart des produits ultra transformés, essayez d'atteindre le total calorique que vous êtes fixé et vos macronutriments, mais sinon c'est tout. Il n'y a pas de protocole magique qui vont vous permettre de progresser pendant cette période plus rapidement que le voisin. Selon moi, le seul danger pendant le ramadan, et c'est quelque chose que tout le monde peut observer, c'est qu'après avoir jeûné 16 ou 18 heures, on est un peu tenté de manger n'importe quoi. Donc après, il faut faire la part des choses. Entre partager un bon repas avec sa famille, avec ses proches, autour d'aliments qui sont diététiquement un peu discutables, mais qui nous permettent de passer réellement un bon moment avec ses proches, et à côté de ça, l'atteinte de ses objectifs en privilégiant des aliments bruts et en limitant la consommation d'aliments trop gras ou trop sucrés. Donc voilà, je ne peux pas vous donner de recommandations plus précises que ça. Ce sera à vous de déterminer où se trouve cet équilibre et d'essayer de gérer en conséquence. Mon programme préféré à suivre pendant le ramadan, c'est un upper-lower. Oui, vous avez bien entendu. En règle générale, je déteste le upper-lower. Mais pour cette période-là, pour le coup, c'est un format d'entraînement qui est hyper adapté. Et en l'occurrence, pour chacune des séances différentes, 4 exercices, 5 séries par exercice. Et c'est tout. Après, vous rentrez chez vous. Donc effectivement, c'est pas une séance qui va vous prendre très longtemps. Mais avec ça, vous optimisez votre énergie et puis vous optimisez les performances. Je vous mets un petit screen à l'écran de la séance. Vous avez juste à mettre pause. Vous faites une petite capture où vous recopiez ça et vous testez ça lorsque le ramadan commence. Oui, il n'y a que 4 séances. Donc si vous vous entraînez 5, 6 ou 7 jours sur 7, vous faites les séances en roulement, comme moi j'ai l'habitude de le faire dans mon programme personnalisé, et comme je recommande de le faire à tout le monde d'ailleurs, parce que c'est bien plus flexible et bien plus efficace. Vous verrez que dans cette programmation, j'ai mis des exercices que j'appréciais, mais encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, si jamais vous avez d'autres exercices que vous appréciez dans votre programme de musculation et qui sont adaptés à vos objectifs et votre morphologie, n'hésitez pas à les switcher. Dernière petite précision avant de conclure cette vidéo. Est-ce qu'on peut perdre du gras pendant le ramadan? D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre du muscle aussi pendant le ramadan? Ça marche dans les deux sens. Déjà, tout est possible. Ça dépend de votre expérience à la salle, de votre programme de muscu, de votre programme diététique, du mode de vie que vous avez autour de vos séances de sport. Donc tout est possible, mais forcément ça sera plus difficile pour certains que d'autres. Et je parle aussi bien de la prise de muscle que de la perte de gras. Pour la prise de muscle, si vous avez déjà 3, 4, 5 ans d'expérience à la salle et que vous avez déjà du mal à prendre du muscle
hors ramadan, alors ne vous attendez pas pendant cette période à prendre 2 cm de tour de bras. Ça semble compliqué. Par contre, si vous avez commencé la muscu il y a quelques mois et que vous n'étiez pas habitué à ce genre d'effort, eh bien il est tout à fait possible de prendre du muscle même pendant cette période. Est-ce qu'il est possible de perdre du gras? La réponse est oui, évidemment. Mais encore une fois, ça dépend des profils. Si vous avez beaucoup d'expérience, que vous avez déjà pas mal de muscles et pas trop de gras, et que votre objectif c'est de continuer cette perte de gras, gardez en tête que le déficit calorique va peut-être vous faire sacrifier quelques grammes de muscles. Mais ça en même temps, c'est pas vraiment indépendant à la période du ramadan, ça peut arriver n'importe quand en cas de déficit calorique. Par contre, si vous avez un peu moins d'expérience et que vous avez envie de continuer à vous préparer pour l'été, ma foi, moi je vois aucune contre-indication à se concentrer sur la perte de gras pendant cette période. Alors bien sûr, ce serait une très mauvaise idée d'ajouter du cardio pendant le ramadan, mais déjà, on sait que le cardio c'est pas nécessaire pour la perte de gras, mais en plus il y a d'autres façons d'optimiser la dépense calorique. Je pense par exemple à marcher un petit peu plus dans la journée, en plus des séances de musculation et d'un programme diététique bien pensé. Donc vous voyez qu'il y a plein de méthodes en fin de compte, et que si vous êtes chaud à perdre du gras pendant cette période, eh bien bon courage, moi je vais pas vous empêcher de le faire, et au contraire, je pense que ça peut être un bon défi et une bonne idée. Ok, c'est tout pour mes recommandations pendant cette période. Si jamais ça vous a plu, on met un gros pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On continue de discuter tout ça dans les commentaires. Bon ramadan à tous, à plus.